Tananarive, capitale de Madagascar, la ville aux 1000 collines. Avec ses 1 600 000 habitants, la ville est la capitale politique et économique du pays. Située en plein milieu de l'île, les rois ont choisi le lieu pour l'abondance des marécages permettant la culture du riz. Aujourd'hui, la ville grouille de monde et de marchés. Avec eux, la délinquance du quotidien. Et quand la nuit tombe sur la ville de Tananarive, les patrouilles redoublent d'attention. Au commissariat central, on se prépare à une sortie bien spéciale. Ce soir, c'est le vendredi magnifique, le soir où les Malgaches sortent et boivent. On va faire la fermeture des débits de boissons dans le quartier d'Ambopo. Le commandant Herman est en charge de la police urbaine. Pour la soirée, c'est lui qui va faire respecter la loi. Il est 20h30 et dans une demi-heure, tous les bars doivent être fermés. C'est surtout pour prévenir les risques de violence engendrés par l'abus d'alcool. Donc en fait, on va commencer par aller dans le quartier des bars et limiter les consommations. On va fermer assez tôt tous les débits de boissons pour que justement les gens un peu bourrés n'aillent pas se bagarrer, cambrioler ou faire autre chose. C'est ça qu'on fait ce soir. Et pour faire respecter la loi, la police de Tananarive ne lésine pas sur les moyens. La descente de police se fait avec toute une escouade. Le vendredi, il y a beaucoup de sorties. Il y a beaucoup de gens, du coup, on a besoin de beaucoup d'effectifs pour pouvoir contenir des éventuels débordements. Au total, près d'une vingtaine d'hommes aux ordres et au pas vont quadriller la rue. Dès le premier bar, apparemment fermé, ils vont faire mouche. Ils frappent comme ça parce qu'ils font semblant d'être fermés, mais il y a certainement des gens à l'intérieur. Ce n'est plus l'heure de boire. Allez boire dans votre chambre, pas ici. Ici, le bar est plein à craquer et les cadavres de bouteilles démontrent que les clients se cachent bien pour continuer à boire de l'alcool, au-delà de l'heure autorisée. Le chef de section va convoquer le tenancier du bar. Demain matin à 8h, dans mon bureau. Et à chaque bar qu'ils vont contrôler dans cette rue, c'est le même scénario. En principe, l'heure légale, c'est à 21h à Madagascar, prévu par l'arrêté municipal. Donc, même à la barre ou à la voie publique, c'est interdit de vendre ou de consommer des boissons alcooliques. Vu le nombre de contrevenants, l'important dispositif de la police urbaine est indispensable pour éviter les débordements. Au moindre incident, il recadre immédiatement. Justement, le commandant Herman vient d'entendre des insultes. C'est toi qui nous as insultés? Tu te prends pour un dur? Tu me défies? Fais attention, hein, ne me provoque pas. Tu te prends pour un caïd? Je vais t'embarquer, tu vas voir. Vu la tournure de la situation, un ami vient même à la rescousse du mis en cause. Non, monsieur le commissaire, ne l'embarquez pas. Excusez-le, s'il vous plaît. Tout le monde arrête. Vous n'avez pas le droit de boire dans la rue. Qui vous a vendu ces boissons-là? Dernière fois que je vous le dis, rentrez chez vous. Plus tard dans la soirée, c'est carrément à l'étage d'un bar que les policiers découvrent une boîte de nuit avec alcool à volonté. Le tenancier du bar va essayer de donner des explications tant bien que mal. Et jusqu'à quelle heure vous avez le droit d'ouvrir? Normalement, c'est 10 juillet.
10h. Oui, 10h du soir, hein, c'est pas 10h du matin. Ah ouais? Mais là, il est minuit et demi. Si, mais parce que l'association, il y a des associations qui viennent d'ici aujourd'hui. Ils viennent de, je ne sais pas où sont, qu'il avait donc son ambiance. Ils viennent d'ici, donc il a dit que il va demander donc pour s'amuser ici encore. Parce qu'ils ont amené donc ces boissons. Vous les autorisez alors que vous n'avez plus le droit de faire ça? Si, oui, oui. Vous avez le droit? Non, on ne veut pas des droits, mais juste. Il y a longtemps que j'ai dit... Pourquoi ne pas fermer la porte et tout ça? Si, j'ai déjà fermé. C'est pour cela que j'ai dit à les gens que vaut mieux que vous parlez parce que maintenant c'est déjà 10h15. C'est pas ce qu'on a fait tout à l'heure. Mais le propriétaire ne sera même pas capable de présenter son autorisation de boissons alcoolisées. Alors il est sur le champ emmené au commissariat central. Une fois arrivé, le chef de section va consigner l'identité du patron de bar. Et lui, on va mettre au violon. On le met en garde à vue. Le violon, c'est le terme utilisé à Madagascar pour désigner les cellules de détention. Le patron du bar va passer sa nuit ici en attendant qu'un de ses proches amène l'autorisation de débit de boisson aux policiers. À Tananarive, c'est la fin de la soirée. Avec l'alcool, les désinhibitions excessives amènent à des dérapages irréversibles. Le commandant Herman est appelé sur un cas qui souvent reste sous silence. Il y a des hommes qui ont violé une fille du côté du chemin de fer à Kalibao. Ils ont été appréhendés par le voisinage et on va voir ce qui se passe. Le commandant rejoint l'une de ses unités déjà sur place. Elle lui donne le premier compte-rendu et lui indique que le violeur est aux mains des militaires et que pour l'instant, ils ne veulent pas le donner à la police. En principe, ils ne vont pas le retenir longtemps. Les militaires vont juste procéder à l'identification et ils vont nous l'envoyer demain matin au plus tard. Racontez-nous ce qui vous est arrivé, mademoiselle. Ils étaient deux. Moi, je venais boire un verre près du bar. Je suis passée par la Maison Blanche, là-bas, à côté du magasin de meubles. Puis après, j'ai voulu couper par le chemin de fer. Et là, on m'a tiré vers le coin sombre. J'ai essayé de crier, mais j'avais un couteau sous la gorge. Et chaque fois que j'essayais de crier, il me l'enfonçait un peu plus. Le commandant Herman prend beaucoup de temps pour écouter la victime, car rares sont les femmes qui osent dénoncer ce genre de violence. Il y en a qui dénoncent et il y en a qui ne dénoncent pas, par peur de représailles ou simplement parce que c'est la honte aussi de se faire violer. Et c'est pour ça que parfois c'est enregistré auprès de notre service et parfois ça passe inaperçu. Le commandant Herman est convaincu que ce genre de débordement est encore lié à la suralcoolisation. C'est pour ça qu'on procède aux fermetures des débits de boissons. Parce que voilà, après savoir bu un coup, ils sont excités et... On va vous ramener, mademoiselle. Mettez-vous plutôt dans le minibus. Eh les gars, mettez plutôt la demoiselle dans le minibus. On va emmener la jeune femme violée au commissariat pour la remettre à la brigade des mœurs et au service de protection des mineurs. Notre intervention s'arrête là et eux vont continuer l'enquête. Mais la soirée n'est pas finie pour le commandant et le pire reste à venir. On a reçu un appel de police secours qui a signalé une attaque à domicile. Apparemment, il y a 2 victimes, dont une poignardée dans le cou. Donc là, on va voir ce qui s'est passé avec la brigade criminelle. On va voir ce qu'on va faire. Établir un plan d'action. Le meurtre vient tout juste de se produire. Il a eu lieu au 3e étage d'un immeuble résidentiel en plein centre-ville.
Dès le rez-de-chaussée, des traces de sang. Certainement celles laissées par l'assassin en fuite. Devant la scène de crime, le commandant Herman retrouve Liv, le chef de l'unité d'intervention rapide. C'est quand même assez violent comme attaque. Parce que je vois quand même, il y a plus ou moins une vingtaine de coups de couteau. Donc c'est quand même assez violent. Le commandant Herman se rend sur le toit, à la recherche des assassins. Donc à partir de là, il y a une trace de sang. Des traces de sang également sur le toit. Cela signifie que les assassins étaient au moins 2 et qu'ils ont fui par 2 endroits différents. Je crois que c'est l'arme qui a servi à poignarder la victime. Qu'est-ce qu'il cherche là? Le couteau, l'arme de crime. Mais le commandant Herman ne trouvera pas de couteau ensanglanté ce soir. Sur la scène de crime, la brigade criminelle est déjà en train de faire tous ses relevés. Bon, on n'est pas encore sûr. On ne peut pas confirmer si c'est une attaque ou un règlement de compte. Non, mais c'est carrément un meurtre avec préméditation. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé là. Il n'y avait rien de volé. Tous ces objets de valeur étaient encore là. Je suis sûr de moi. Rien n'a été pris. Cet homme est le frère de la victime. Pour lui, aucun doute, c'est un règlement de compte. Après enquête, sa thèse se confirmera. Un différend familial lié à un héritage est à l'origine de ce drame. Les enquêteurs n'auront pas de mal à retrouver les meurtriers. Retour au commissariat central de Tananarive. Liv est le chef de l'unité de l'UIR, l'unité d'intervention rapide. Dans son pick-up, une dizaine d'hommes avec lui. Il part en patrouille sur les interventions qui peuvent vite dégénérer. Attaque à main armée, conflit à l'arme blanche ou conflit violent. Son premier appel ne se fait pas attendre. Là, on a reçu un appel signalant un problème dans le quartier d'Antutapena. Apparemment, il s'agit d'un conflit sur des questions d'électricité et ça commence à être un peu agité. Il y a des lancers de pierres, on va aller voir tout ça. Le conflit a eu lieu dans un bidonville à côté du marché. C'est un vrai labyrinthe. Mais très vite, Liv trouve son chemin et rencontre la victime. C'est par cette fenêtre qu'ils nous ont harcelés. Ils ont frappé cette fenêtre et puis il y avait ma femme qui était là. Et quand ils m'ont pas trouvé, ils ont menacé ma femme de me chercher. Et ils ont menacé de me tuer aussi. C'est des gens derrière qui ont un problème avec nous, vous voyez? La maison en haut là. C'est dans cette maison-là qu'ils habitent. Les agresseurs présumés jouent au chat et à la souris avec la victime et disparaissent dès que l'homme de la famille arrive. Les agresseurs sont insaisissables. Alors Liv donne son téléphone portable à la victime pour revenir aussitôt en cas d'une nouvelle agression et reprend sa patrouille. Mais à peine parti, Liv apprend par téléphone que les agresseurs sont revenus et ont continué à lancer des pierres. Alors, pour éviter qu'il ne s'échappe une seconde fois, Liv poste sa deuxième patrouille à la sortie du bidonville. Et lui va passer par l'entrée. Ainsi, ils vont prendre les malfaiteurs en étau. Apparemment, c'est juste à côté de la maison. Oui, effectivement, c'est à côté de la maison. Allez, on va les interpeller de l'autre côté. On approche du pont. Reçu 10 sur 10. Nous sommes bientôt à l'entrée du quartier. La victime a repéré d'où les jets de pierre provenaient. Sans se démonter, il va directement chercher les agresseurs dans leur planque. À la surprise des policiers, parmi les agresseurs, une mère de famille avec un enfant en bas âge. Puis, une autre femme. Et enfin, un homme. Où est le père de l'enfant? Je vous parle, madame. Où est le père de l'enfant?
Le père, je ne sais pas où il est. Oui, ils étaient 3 et il y en a 2 qui se sont enfuis. Mais là, ils vont revenir se venger. Là, ils m'ont menacé de mort et d'envoyer mon cadavre à Kiléar. Et elle a menacé de taillader le visage de ma femme. Les agresseurs sont formellement identifiés. Ils vont maintenant devoir s'expliquer au commissariat, en garde à vue. Liv arrête l'homme et la femme, mais pas la jeune maman. Là, j'ai pas interpellé la dame avec son enfant parce qu'au regard des droits de l'homme, c'est quand même assez délicat d'amener une mère avec son enfant, une mère qui allait. Même si on sait très bien que les voisins l'ont dénoncé comme faisant partie des agresseurs, on verra bien par rapport à l'enquête et si nécessaire, après on reviendra l'appréhender. Arrivés au commissariat, les agresseurs sont de moins en moins fiers. La jeune femme semble réaliser ce qu'elle a fait et se met discrètement à craquer. À l'étage, tout va être consigné dans un dossier. Les faits, les noms et la plainte de la victime. Ici, les policiers ne laissent pas passer la moindre intimidation. C'est un vrai problème de fond dans l'île. Alors ils prennent ces cas très au sérieux pour éviter que s'installe la loi du plus fort. Aujourd'hui, c'est jour de marché à Tananarive. La ville grouille de marchands en tout genre et de leurs acheteurs. C'est systématiquement le moment opportun pour les pickpockets et les voleurs à l'étalage d'opérer. Dans ces marchés, on dénombre au moins 2 à 3 vols par jour. Pour lutter contre ce type de délinquance, régulièrement, la police de Tananarive organise des missions spéciales. Comme aujourd'hui, il y a une reconnaissance réelle de tous les cas de vol à la tire et de vol à l'étalage, on est obligé d'appuyer les commissariats d'arrondissement. C'est une collaboration qu'on fait depuis quelque temps tous les samedis et tous les jours de grand marché. Aujourd'hui, Liv, le chef de l'unité d'intervention rapide, va s'occuper personnellement de ce type de délinquance. Il va patrouiller avec une partie de ses hommes en civil, pendant que l'autre, sous les ordres du commandant Jocelyn, se tiendra à distance en tenue. Quand on fait une opération comme ça, on essaie vraiment de faire attention à notre façon de s'habiller, pour ne donner aucun indice laissant penser que nous sommes des flics. On essaie vraiment de se mélanger avec les petits marchands et les petits gars du marché. C'est important, parce que s'il y en a un qui est repéré, tout le monde est repéré. Ça va très vite. Ils ont des guetteurs un peu partout dans le marché. Ils sont bien affûtés pour repérer les policiers. Et c'est en toute discrétion que Liv pénètre dans le marché avec une demi-douzaine d'hommes en civil incognito. Pendant ce temps-là, Jocelyn quadrille les alentours du marché et pénètre dans les petites ruelles des bidonvilles. Jocelyn patrouille dans ce labyrinthe, car si un vol est commis au marché, c'est ici que le voleur viendra se réfugier. C'est ici aussi, dans les bidonvilles, qu'ont lieu les trafics de cannabis. Et la loi malgache ne plaisante pas avec ça. Alors à chaque occasion, c'est le contrôle. Ouais, c'est un simple contrôle. En train de chercher toujours du cannabis. Parce que dans les bars comme ça, ils emmènent, ils vendent. Subitement, après le contrôle dans le bar, un homme prend la fuite. Les hommes de Jocelyn lui emboîtent tout de suite le pas. Après quelques minutes, l'homme est rattrapé. Écarte les bras. Et son sac est fouillé. Bingo, ils vont trouver ce qu'ils cherchaient. Du papier qu'on emballe le cannabis. Mais au même moment, Jocelyn reçoit un appel de Liv. Ils ont arrivé à en attraper 2 pickpockets. C'est eux qui sont en tenue civile.
Liv et ses hommes ont intercepté le jeune homme au pull blanc. En se répartissant en groupe de 3, son équipe a réussi à en attraper 2 autres, des complices. Ils procèdent souvent en bande pour se protéger les uns les autres et surveiller que la police n'est pas dans le coin. Malheureusement pour eux, leur plan aujourd'hui n'a pas fonctionné. Ils sont immédiatement embarqués dans le pick-up, à l'abri de la foule, car elle peut se retourner violemment contre les voleurs. Qu'est-ce que vous avez volé? Un pantalon, 2 pantalons. C'est le jour du marché. Les voleurs ne choisissent pas quoi voler. Dès qu'ils trouvent quelque chose sans surveillance, ils l'embarquent. Même pour un simple pantalon, ici les voleurs vont être incarcérés et passés en jugement. Les autorités malgaches ont bien l'intention d'enrayer le fléau des vols à l'étalage. Au commissariat central de Tananarive, cet exercice physique obligatoire, ensemble et en chœur. Aujourd'hui, c'est une journée bien particulière. Liv et ses hommes sortent d'une formation continue pour améliorer leur technique d'interpellation. Parmi les policiers malgaches, un blanc. Il est français. Il est un ancien policier de la BAC, la brigade anticriminalité. Il faut que vous sachiez que c'est un programme qu'on passe en 7 mois et que là, les gens ont avalé ce programme en 3 semaines. Donc bien sûr, il y a des imperfections, mais vous avez devant vous des gens qui se sont donnés sans compter et se sont investis pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Jean-Michel Laigle est le formateur de cette session. Devant les autorités policières, l'unité d'intervention rapide va devoir faire une démonstration dans les règles de l'art. Garde à vous! Nous allons montrer ce que nous avons fait pendant ces 3 semaines. Soyez précis, allez-y! Premier groupe, on va voir défense sur les saisies et les poussées. Les autorités du pays ont décidé de redorer le blason d'une police parfois un peu trop portée sur la réplique armée. Les nouvelles consignes, neutraliser une agression à main nue. L'idée, c'est ça, c'est de redonner un second souffle et des pratiques professionnelles reconnues de tous, hein, puisque donc plus ces pratiques seront bien faites et elles seront dissuasives aussi vis-à-vis de la population délinquante, hein, puisqu'ils donc travailleront des méthodes où ils mettront en avant d'abord la maîtrise, le verbe plutôt que l'usage de la force. Donc ça, c'est privilégié. L'usage de la force, autrement dit l'usage des armes à feu. Pourtant, dans des cas de terrorisme, là encore, la formation avec des fusils d'assaut va s'avérer efficace. Pour Liv et ses hommes, elle a été courte et particulièrement intense. La formation s'est bien passée. On était 36 à en sortir sur 40. Il y en a qui ont abandonné, il y en a qui se sont fait déboîter l'épaule. Mais en général, ça s'est bien passé. Une formation qui n'a pas été facile pour tout le monde, mais les échecs n'ont pas été nombreux. Oui, je suis fier, parce qu'on a vu de nouvelles choses. On a appris de nouvelles techniques. Et ce sont des choses dont nous avons besoin. Justement, parce que le temps évolue, l'époque évolue, et nous aussi, on a besoin d'évoluer. Donc oui, je suis très content de cette formation. Après les félicitations du jury, place maintenant à l'humour. Jean-Michel et Liv ont réservé une petite surprise aux autorités de Tananarive. Là, c'était quoi le scénario là? C'est une femme qui sort de son véhicule et qui a une tentative de vol à l'arraché. Oui, piquer son sac. Donc là, volontairement, j'ai fait quelques techniques. Et donc, ils ont été interpellés. Ce qu'on veut montrer, c'est ce qu'ils font eux. Donc c'était un thème, quoi. On a dit, on va finir sur l'humour, on va faire quelque chose qui va détendre l'atmosphère, parce qu'on est aussi intelligent et qu'on veut... Et ça s'est très bien passé, ce qui solde vraiment une scolarité et un stage cohésion, je dirais, sans faille.